Le post-humain des sentiers du singe, littérature, évolution et cybernétique. C'est un livre qui paraît dans la collection Cavale, dirigée par Jean-François Chassé. C'est un livre qui qui est la suite, en fait, de mon précédent, d'une certaine façon, qui était sur les savants fous. Donc, pourquoi les savants fous veulent-ils détruire le monde? Comme vous voyez, j'ai un intérêt pour les questions difficiles. Et donc, je m'étais intéressée à la figure du savant fou en littérature. Et j'ai eu envie de m'intéresser plutôt à ces créatures, donc à l'autre côté du duo savant fou créateur, donc des Frankenstein. Et donc, je me suis intéressée en particulier à la figure du post-humain, qui est très à la mode depuis un certain temps, qui est en fait apparu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sous la plume de Norbert Wiener et donc des théories de la cybernétique. Et qui est assez populaire aujourd'hui, entre autres à cause des mouvements transhumanistes qui l'ont plus ou moins récupéré et détourné, en fait. Donc, mon livre ne traite pas du tout du transhumanisme, mais bien du post-humanisme, qui est un sujet très différent, en fait. Le post-humanisme, le post-humain, dont c'est une figure importante, est une approche philosophique qui vise à réfléchir, au fond, à l'identité humaine, à ce que c'est d'être un être humain, autant dans son rapport à la technologie, dans son rapport aux autres espèces, dans son rapport à l'évolution, aux écosystèmes. Et donc, c'est plutôt une réflexion, donc une perspective philosophique sur l'humain, donc son devenir, son rapport au passé, au présent, au futur, et non pas un fantasme transhumaniste, donc un fantasme utopique qui viserait à imaginer un humain amélioré grâce aux technologies, par exemple, donc à créer une espèce d'utopie figée. Donc, les transhumanistes ont tendance à imaginer l'humain comme ayant transcendé la mort, transcendé la maladie grâce à la technologie. C'est généralement l'image qu'on en a. Et puis, en fait, c'est une perspective très humaniste qui s'inscrit complètement dans la logique du progrès, dans la logique de l'amélioration constante de l'humain. Alors que le post-humain, au contraire, nous permet de sortir de cette logique-là et nous permet de voir, OK, l'humain fait partie d'un environnement, fait partie d'une histoire, fait partie d'un écosystème et puis il s'y adapte grâce à, oui, des changements biologiques, mais aussi des changements technologiques, la culture. Donc, c'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse dans le livre. Et j'étudie ce lien entre la cybernétique et la biologie, l'évolution, dans un certain nombre de romans, surtout de science-fiction, publiés entre 1945 et 2005 environ. Donc, je n'ai pas été dans les romans les plus contemporains, parce que je pense que ce serait un autre travail à faire. Je pense qu'il est important de revenir plutôt aux premiers romans qui ont abordé cette question-là et voir comment ça a évolué au fil des décennies. Et donc, comme la cybernétique est née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ben, la figure post-humaine dans la littérature aussi. Et donc, j'ai commencé en m'intéressant à certains romans qui sont publiés tout juste dans les années 50 et qui donc réfléchissent déjà à cette question-là pour ensuite aborder des romans plus contemporains. Donc, dans les premiers romans, on voit par exemple More Than Human de Theodore Sturgeon, un roman d'Aldous Huxley, Evanescence, qui est assez peu connu et très étrange. Donc, un roman qui est encore dans le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale et qui décide de prendre la question du côté de la folie, donc qui vraiment va très, très, très loin dans l'absurdité de la Deuxième Guerre mondiale et ce que ça peut vouloir dire sur l'évolution de l'humain. Et puis, un autre roman qui est Limbo de Bernard Wolfe, oui, donc, qui lui s'est intéressé justement à ce que ça pourrait vouloir dire que les humains se mettent à avoir des prothèses, donc pour éviter la violence et puis pour lutter contre leur pulsion de guerre. Donc, c'est toutes des questions qui se posent beaucoup dans le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, ben, c'est surtout la génétique qui va entrer en ligne de compte, donc dans tous les romans qui ont été publiés ensuite. Donc, ils vont projeter, par exemple, l'humain dans un très, très lointain futur et réfléchir à ce que ça pourrait vouloir dire pour nous de vivre sur une planète où la nature aurait repris complètement le contrôle, par exemple. Donc, c'est le cas dans Hot House de Brian Aldiss, que je mentionne souvent dans mon livre parce que pour moi, c'est un roman qui
très, très symptomatique de ces questionnements-là. Et donc, je l'utilise un peu comme exemple tout au long de mon livre, mais je l'analyse aussi en détail. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est plutôt la nature, mais même les végétaux qui ont pris le dessus sur le vivant, sur les animaux. Et donc, les humains se sont modifiés biologiquement et culturellement pour s'adapter à ça. Et donc, ça nous permet de réfléchir nous-mêmes à notre propre rapport à nos écosystèmes, à notre relation à eux. Donc, ensuite, j'ai travaillé sur d'autres romans, donc, par exemple, Galapagos de Kurt Vonnegut, qui se projette aussi comme ça dans des millions d'années dans le futur. Donc, c'est des expériences de pensée que la littérature permet de manière tout à fait intéressante, qu'on ne se permet pas vraiment de faire autrement. Et donc, ça nous permet d'aller jusqu'au bout de nos idées, jusqu'au bout de nos hypothèses. Donc, c'est pour moi ce qui est unique en littérature, en fiction en général, donc qui nous permet d'aller très loin. J'ai analysé aussi un roman d'Elisabeth von Arbour, donc un roman québécois, Le silence de la cité, qui est très intéressant, un roman qui date des années 80 et qui, justement, combine toutes ces approches-là de l'évolution et du post-humain, donc à la fois les questions d'évolution génétique, donc de modification des gènes, mais aussi d'évolution biotechnologique, l'évolution des théories de la communication, donc tout ce qui nous concerne aujourd'hui, mais elle aborde ça d'une manière encore plus contemporaine, puisque c'est la question queer, la question du genre qui l'intéresse à travers tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le genre? Comment on pourrait dépasser justement la binarité qui serait supposément définitionnelle de l'humain. Donc, comment on peut dépasser... En fait, le post-humain, c'est toutes ces questions. C'est vraiment comment on peut dépasser les binarités, comment on peut dépasser les oppositions qui nous ont tellement définies depuis si longtemps. Et puis, je termine par une analyse de deux romans de Greg Bear, qui sont deux romans, une suite qui s'appelle La suite Darwin, qui est très, très intéressante parce que lui propose un post-humain qui n'a rien de technologique, et donc qui est complètement naturel. C'est une mutation qui arrive par un virus, parce qu'on sait maintenant qu'il y a une grande partie de notre ADN qui vient en fait de vieux virus qui traînent, qui nous ont contaminés. Donc, c'est évidemment des questions qui peuvent nous préoccuper aujourd'hui. Et puis qui ont créé donc un changement radical, un changement rapide dans l'humanité, dans sa façon, en particulier, d'interagir les uns avec les autres. Donc, créer une mutation qui permet aux nouveaux humains, à ces nouveaux humains qui ont été contaminés, de communiquer presque par la pensée, en échangeant différents phéromones, des différents patterns qui apparaissent sur le visage. Et donc, c'est un des êtres de communication pure, mais qui passe par le biologique plutôt que par le technologique et qui donc passe par le contact entre eux et qui vont former une communauté très, très positive, très, très fusionnelle. Et donc, ça offre une perspective assez différente, mais qui reste dans le même thème de la cybernétique et du post-humain, puisque la cybernétique est par définition la théorie de l'information. Donc, c'est ce qui fait qu'on considère l'humain comme une machine à communiquer, en gros. Donc, l'humain, comme tous les autres vivants d'ailleurs, comme toute la nature et la technologie. Et donc, ça nous replace dans l'humain biologique et l'information, ce qui est assez singulier. Donc, c'est surtout ces questions-là que j'aborde tout au long de l'ouvrage, qui s'adresse à un public que je dirais universitaire surtout, pour ceux qui s'intéressent déjà à cette question-là, mais aussi beaucoup les étudiants qui s'intéressent au post-humain. C'est un sujet qui est beaucoup traité par les étudiants dans différentes œuvres et donc qui parfois manque des ouvrages théoriques ou analytiques qui leur permettraient d'avoir des outils pour analyser ces œuvres-là de manière efficace. Donc, je pense que pour eux, autant les chercheurs que les étudiants, ça peut être très intéressant. Parce que surtout dans l'introduction, j'offre vraiment une synthèse très approfondie des liens qu'il y a entre les théories de l'évolution et la cybernétique tout au long de son histoire. Donc, dès les années 50, j'ai été dans les textes d'originaux des années 50, des cybernéticiens qui ont publié. Mais ça s'adresse aussi tout à fait à un grand public, c'est tout à fait accessible, c'est-à-dire que les analyses sont faciles à suivre, ce sont des romans populaires qui sont disponibles. Donc, si c'est des romans, des sujets qui vous intéressent d'approfondir, c'est tout à fait accessible, ce n'est pas dans un langage hermétique. Et puis, comme c'est des sujets d'actualité, ça peut vous intéresser, ça peut intéresser beaucoup de gens.